croirait qu'en quelques bistrots, contrairement au pas chaud, nous prenait une toile. Pouvez-vous croire qu'un homme ayant passé toute sa vie sous les feux de la gloire la plus éclatante de l'humanité ait consacré chaque nuit pendant 50 ans à se punir lui-même, avant de rendre son dernier souffle en 2018, le géant d'1,60 m, Charles Aznavour, a révélé une vérité douloureuse. Il n'a jamais pris sa retraite, non pas par ambition, mais parce qu'il fuyait un fantôme. Chaque fois que les applaudissements résonnaient au théâtre de l'Olympia, c'était aussi le moment où il devait affronter le plus grand regret de sa vie, un fils qu'il n'avait pas pu sauver. Aujourd'hui, nous ne racontons pas seulement l'histoire d'une légende de la musique, mais celle d'un voyage de rédemption par le chant de Charles Aznavour. Charles Aznavour est né le 22 mai 1924 à Paris. Son véritable nom était Shanour Varinag Aznavourian. Ses parents, Misha et Knar, étaient des réfugiés arméniens qui avaient fui le génocide de 1915. Ils sont arrivés en France en 1921, pratiquement sans le sou. Son père Misha était chanteur et tenait un restaurant. Sa mère Knar était actrice de théâtre mais travaillait aussi comme couturière. La famille vivait dans des conditions très modestes dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Ils habitaient un petit appartement de 2 pièces au 4e étage sans ascenseur. L'eau courante devait être montée à la main. Le chauffage était inexistant en hiver. Le petit Charles grandissait dans les coulisses des cabarets parisiens. Son père l'emmenait souvent dans les théâtres de Montmartre dès l'âge de 5 ans. Le jeune garçon observait les artistes avec fascination. Il rêvait de monter sur scène comme eux. Il voulait faire vibrer les foules avec sa voix. Mais personne ne pouvait imaginer qu'il deviendrait une légende mondiale. À 9 ans, Charles monte sur scène pour la première fois. Il chante et danse dans les cabarets de Montmartre avec sa sœur Aïda. Les 2 enfants forment un duo et se produisent dans les petites salles parisiennes. Ils gagnent quelques francs pour aider la famille. Charles découvre rapidement sa passion pour la scène. Il aime le contact avec le public. Il aime voir les visages émerveillés des spectateurs. Mais la vie d'artiste est difficile. Les cachets sont maigres et le travail irrégulier. À 20 ans, Charles rencontre Édith Piaf en 1946. Cette rencontre va changer sa vie pour toujours. Piaf devient sa mentor, son amie proche et sa protectrice. Elle lui ouvre les portes du music hall parisien. Elle lui présente les producteurs et les directeurs de salles importantes. Piaf croit en son talent même quand personne d'autre n'y croit. Elle lui donne des conseils précieux sur la scène et le métier. Charles lui vouera une reconnaissance éternelle pour son soutien. Mais le succès ne vient pas tout de suite. Pendant 15 longues années, Charles galère dans le milieu artistique parisien. Il enchaîne les petits concerts dans des salles presque vides. Les spectateurs sont rares et peu enthousiastes. Les critiques sont particulièrement cruelles avec lui. On le traite de nabot sans voix et sans talent. On se moque de sa petite taille de 1,60 m et de son nez. Les journalistes écrivent des articles méchants. Le critique Jacques Dumont écrit en 1950 « Aznavour devrait abandonner avant de se ridiculiser davantage. Ils disent qu'il ne fera jamais carrière. » Un producteur lui dit en face « Avec votre physique, vous n'avez aucun avenir dans ce métier. Les portes se ferment les unes après les autres. Les producteurs refusent de travailler avec lui. Les directeurs de salles ne veulent pas le programmer. » Charles accumule les rejets et les humiliations. Il doit accepter n'importe quel travail pour survivre. Il écrit pour d'autres artistes. Il joue dans des petits films. Il fait des tournées dans des villages de province. Sa femme Micheline travaille aussi. Ils vivent dans un minuscule appartement de 25 m² à Montmartre. L'argent manque constamment. Parfois, ils n'ont pas assez pour manger. Pendant cette période difficile, Charles pense souvent à abandonner. Il se demande s'il a vraiment du talent. Il doute de son avenir. Certains soirs, il rentre chez lui complètement découragé.
Il pleure de frustration, mais quelque chose en lui refuse d'abandonner. Une force intérieure le pousse à continuer. Il se dit qu'un jour, les gens comprendront sa musique. Cette obstination finira par payer. Charles vit avec sa première femme, Micheline Rugel, de 1946 à 1952. Puis, il épouse Evelyne Plessy en 1956. En 1967, Charles rencontre Ulla Torssell, une mannequin suédoise. Ils se marient et restent ensemble jusqu'à la fin. Ulla lui donne 3 enfants, Katia, Misha et Nicolas. Plus tard, Charles achète une maison en Suisse près de Genève. La propriété s'appelle Clos de Cran. Il possède aussi un appartement à Paris dans le 16e. Sa fortune est estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros. Charles collectionne les voitures anciennes. Son garage abrite une Rolls-Royce Silver Cloud, une Mercedes 300 SL Gullwing, une Ferrari 250 GT et une Bentley Continental. Ces véhicules valent des centaines de milliers d'euros. Mais malgré cette richesse, Aznavour reste simple. Il n'est jamais ostentatoire. Il préfère la discrétion et le travail au luxe tapageur. En 1973, un drame terrible et inattendu frappe la famille Aznavour comme un coup de tonnerre. Son fils, Patrick, né d'un premier mariage avec Micheline, meurt dans un accident de voiture tragique et brutal. Il avait seulement 25 ans et toute la vie devant lui. Patrick était un jeune homme plein de promesses. Il étudiait la médecine à l'université de Genève. Il voulait devenir chirurgien pour sauver des vies. Il avait une petite amie qu'il aimait tendrement. Il parlait de se marier bientôt. Ce jour fatal, Patrick conduisait sa voiture, une Peugeot 504 bleue, sur une route de montagne sinueuse près de Genève. Il rentrait d'un week-end chez des amis. Il était seul dans la voiture. La route était mouillée car il avait plu dans la matinée. La voiture a quitté brutalement la route dans un virage particulièrement dangereux. Elle a fait plusieurs tonneaux avant de s'écraser contre un arbre centenaire. L'accident a été fatal et instantané. Patrick est mort sur le coup sans avoir eu le temps de souffrir. Les gendarmes ont dit qu'il n'avait pas eu de chance. Quelques mètres de plus et il aurait survécu. Cette perte déchire le cœur de Charles de manière absolument irréparable. Il perd une partie de lui-même ce jour-là. Une partie qui ne reviendra jamais. Charles ne parle presque jamais de cette tragédie insupportable en public. Il garde sa douleur profondément enfouie en lui, comme un secret honteux. Lors des rares interviews où les journalistes osent l'interroger sur Patrick, ses yeux se remplissent immédiatement de larmes. Sa voix se brise et devient inaudible. Il change rapidement de sujet et refuse catégoriquement d'en dire plus. « C'est trop douloureux », murmure-t-il simplement. Ses proches et ses amis intimes racontent qu'il pleure souvent seul dans sa chambre la nuit. Ils disent qu'il regarde les photos de Patrick pendant des heures sans bouger. Des photos de Patrick enfant, adolescent, jeune homme. Il se demande sans cesse ce que son fils aurait pu devenir. Quel genre de médecin aurait-il été ? Combien de vies aurait-il sauvé ? Il imagine la vie heureuse que Patrick aurait pu avoir, les enfants qu'il aurait pu lui donner, les petits-enfants qu'il ne connaîtra jamais. Cette souffrance atroce ne le quittera jamais complètement. Elle restera enfouie au fond de son âme comme une plaie qui ne guérit pas. Dans une interview rarissime accordée en 2015, 3 ans avant sa mort, Charles avoue enfin la vérité. Chaque soir sur scène, je chante pour Patrick. Je chante pour lui dire que je l'aime. Je chante pour m'excuser de ne pas avoir été là. J'étais trop occupée par ma carrière. Je parcourais le monde pendant qu'il grandissait sans moi. Quand il est mort, j'ai réalisé que je ne le connaissais pas vraiment. Je ne savais pas quels étaient ses rêves profonds. Je ne connaissais pas ses peurs. Je n'ai jamais eu de vraies conversations avec lui. C'est pour ça que je ne peux pas arrêter de chanter. Si j'arrête,
Je devrais faire face à ce vide terrible. Je devrais accepter que je l'ai perdu pour toujours. Ces mots bouleversants révèlent enfin le secret de sa longévité artistique. Mais cette épreuve terrible et déchirante transparaît dans toutes ses chansons. La chanson Hier encore prend alors une dimension encore plus profonde, plus bouleversante et plus universelle. Les paroles résonnent différemment après ce drame familial insurmontable. Quand Charles chante maintenant ces mots sur scène, on sent absolument toute sa douleur. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour. Et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. Ces vers deviennent un hymne déchirant à la jeunesse perdue et au temps qui passe inexorablement trop vite. La chanson touche particulièrement les personnes qui vieillissent et qui regardent en arrière avec regret. Elles y voient leur propre histoire. Elles y retrouvent leur propre perte. Patrick avait justement 25 ans quand il est mort. L'âge de la jeunesse éternelle, l'âge où on croit qu'on a tout le temps devant soi. Aznavour sait transformer sa souffrance personnelle en art universel. Il sait mettre des mots justes sur ce que beaucoup de gens ressentent, mais ne peuvent pas exprimer. C'est là son véritable génie artistique. Il ne cache pas la douleur derrière de belles paroles. Il l'expose crûment et honnêtement dans ses chansons. Ses textes parlent de la mort, de la solitude, du vieillissement et du regret. Des thèmes que peu d'artistes osent aborder avec autant de franchise. Dans les années 60, le succès finit par arriver. Son style unique touche le public français. Les gens découvrent la profondeur de ses textes. Ils apprécient sa voix et son interprétation intense. Charles devient une star en France d'abord, puis sa renommée s'étend à l'Europe. Il chante en français, anglais, espagnol, italien et allemand. Il s'adapte au goût de chaque pays. L'Olympia de Paris devient sa maison artistique. Il y donne des centaines de concerts mémorables entre 1963 et 2015. Ses spectacles sont toujours complets plusieurs mois à l'avance. Les billets se vendent en quelques heures. Le public parisien l'adore. Sur scène, Charles se transforme complètement. Il devient un géant qui domine la salle. Aznavour conquiert aussi la scène internationale avec brio. New York, Londres, Tokyo, Moscou acclament Monsieur Charles avec ferveur. Il remplit le Carnegie Hall à New York plusieurs fois en 1963, 1965 et 1968. Il se produit au Royal Albert Hall de Londres devant la famille royale britannique en 1967. La reine Elisabeth assiste à son concert. Il donne des concerts à guichets fermés au Japon où il est considéré comme un dieu vivant. Il remplit le Budokan de Tokyo 3 soirs de suite. En Russie, il devient le symbole de la liberté. Il devient l'ambassadeur de la chanson française dans le monde entier. Charles vend plus de 180 millions de disques. Il enregistre plus de 1200 chansons en 5 langues. Il compose la plupart de ses textes et musiques. Il écrit pour d'autres artistes comme Edith Piaf et Johnny Hallyday. Il tourne dans plus de 60 films. François Truffaut le dirige dans Tirer sur le pianiste en 1960. En 1998, CNN désigne l'artiste du siècle par un vote mondial. Charles Aznavour remporte ce titre devant Elvis Presley et Bob Dylan. Cette reconnaissance le touche profondément. La même année, le magazine Time le classe parmi les 100 personnalités les plus influentes du siècle. Frank Sinatra déclare « Charles Aznavour est le meilleur chanteur du monde ». Mais malgré tous ses succès, Aznavour reste humble et accessible. Il continue à travailler sans relâche jusqu'à ses derniers jours. Il refuse de prendre sa retraite même à 90 ans. La retraite, c'est la mort, dit-il souvent. Il donne encore des concerts partout dans le monde. Sa voix a vieilli mais garde son charme unique. Le public vient le voir par milliers. Les jeunes générations découvrent ses chansons et tombent sous le charme. Charles s'investit aussi beaucoup dans des causes humanitaires.
Après le terrible tremblement de terre en Arménie en 1988 qui a fait plus de 25 000 morts, il crée une association d'aide. Il collecte des millions de dollars pour reconstruire le pays de ses ancêtres. Il organise des concerts de charité à Paris, New York et Londres. Il se rend sur place pour distribuer l'aide. Il passe des semaines dans les décombres. Il rencontre les survivants et les réconforte. Il chante pour eux au milieu des ruines. Pour les Arméniens, c'est comme si Dieu leur envoyait un ange. Le gouvernement arménien le nomme ambassadeur permanent auprès de l'UNESCO en 1995. En 2004, l'Arménie lui décerne la nationalité arménienne avec les plus grands honneurs. Le président dit « Aznavour a fait plus pour l'Arménie que n'importe quel politicien. Une place à Erevan porte son nom. En 2018, Charles Aznavour meurt paisiblement à l'âge de 94 ans. Il s'éteint dans sa maison de Mouriès en Provence le 1er octobre. Il revient d'une tournée au Japon quelques jours avant. Jusqu'au bout, il est resté fidèle à sa passion. Son dernier concert a eu lieu à Osaka le 19 septembre 2018. Il avait chanté pendant près de 2 heures devant un public en larmes. La France pleure le départ de son artiste le plus aimé. Des millions de personnes lui rendent hommage. Le président Emmanuel Macron décrète un hommage national aux Invalides. Plus de 700 personnalités assistent à la cérémonie. Des milliers de Français se massent dans les rues de Paris. Ses chansons résonnent partout dans la capitale. Les radios diffusent ses succès en boucle. Mais son héritage reste vivant. Ses chansons continuent de résonner dans les radios. La bohème raconte la vie d'artiste avec nostalgie. Emmenez-moi fait rêver de voyage. Fourmi formidable parle d'amour avec tendresse. Ses chansons sont devenues immortelles. Les jeunes artistes reprennent ses titres. Stromae et Louane chantent Aznavour avec admiration. Aujourd'hui, en 2024, 100 ans après sa naissance, on redécouvre son message. Un message de persévérance malgré les obstacles. Un message de dignité face au temps qui passe. Charles a prouvé qu'on peut venir de nulle part et tout accomplir. Il a montré qu'on peut transformer la douleur en beauté. Il a démontré qu'on peut vieillir avec élégance. Sa vie inspire particulièrement les personnes de 50 ans et plus. Ceux qui commencent à ressentir le poids des années. Ceux qui regardent dans le rétroviseur avec mélancolie. Ceux qui se demandent ce qu'ils ont fait de leur vie. Aznavour leur dit qu'il n'est jamais trop tard. Il leur montre que les rides et les cheveux gris ne sont pas des défaites. Ce sont des médailles d'honneur gagnées au combat de la vie. Chaque ride raconte une histoire vécue. Chaque cheveu blanc témoigne d'une épreuve surmontée. Le corps vieillit, mais l'âme peut rester jeune. La passion ne connaît pas d'âge. Les mots d'Aznavour résonnent encore aujourd'hui avec force. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, chantait-il en 1954. Il a mis 15 ans à réaliser ce rêve. 15 ans de galère, de rejet et de doute, mais il n'a jamais abandonné. Il a continué à chanter même quand personne ne l'écoutait. Il a continué à écrire même quand personne ne le lisait. Il a continué à croire en lui-même même quand tout le monde doutait. Cette foi inébranlable a finalement été récompensée. Cette leçon de vie est précieuse pour nous tous. Dans un monde où tout va vite et où on veut tout de suite. Dans une société qui valorise la jeunesse et méprise la vieillesse. Dans une époque où on jette les gens après 50 ans, Aznavour nous rappelle que le temps est notre allié, pas notre ennemi. Que l'expérience est une richesse, pas un fardeau. Que vieillir est un privilège, pas une malédiction. Et vous, quelle chanson d'Aznavour vous touche le plus au cœur? Quel moment de sa vie vous inspire dans votre propre parcours? Partagez vos souvenirs et vos réflexions en commentaire. Si cette histoire vous a ému et fait réfléchir, pensez à aimer la vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres portraits inspirants.